Bonjour et bienvenue à tous dans le cadre de cette émission Trésors de Sarthe, animée aujourd'hui par des rédacteurs bénévoles de la vie mancelle et sartoise. Nous allons recevoir deux invités, comme toujours. D'une part, Didier Béoutis, historien et rédacteur à la vie mancelle et sartoise. Didier, si vous pouvez vous présenter, car vous avez bien d'autres activités. Oui, volontiers. Je suis vice-président de la vie mancelle et sartoise et rédacteur. Et également, j'ai quelques responsabilités dans les sociétés savantes locales, puisque je suis président de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Je suis ex-président de l'Académie du Maine et président de l'Amicale des anciens élèves du lycée Montesquieu. Bien, ça fait pas mal de titres. Et encore, j'ai pas tout dit. Bon, mais l'émission à une durée limitée, ça serait difficile. Deuxième invité, Bernard Hinault, rédacteur à la vie mancelle et sartoise. Et vous avez présenté déjà un certain nombre d'articles et vous avez une passion particulièrement pour les musées et pour l'art. Tout à fait. Alors, c'est vrai. C'est un beau passe-temps. Et nous y reviendrons donc dans la deuxième partie de cette émission. Alors, peut-être quelques mots sur ce numéro 484, publié en septembre, dont la couverture représente, et pourquoi donc, un bateau de course à voile. Pourquoi donc? Parce qu'il s'agit d'un article consacré à un chantier naval à Château-du-Loir, et c'était un sujet, ma foi, assez curieux et inattendu. Parmi d'autres articles, le général Boulanger, nous en avons parlé précédemment, la libération de la Quinte en 1944, également, mais nous le présenterons lors d'une prochaine émission, un article sur Marie Marvin et la Grande Vadrouille. Également, la Grande Vadrouille, il s'agit d'un avion abattu du côté de Mamers en 1944, avec à son bord un aviateur qui connaissait bien des choses sur le débarquement, qui a réchappé de l'accident, mais qu'il fallait absolument, protéger des Allemands et faire en sorte qu'ils rejoignent son Angleterre. Voilà quelques-uns des articles. Alors, peut-être pouvons-nous commencer par bien celui consacré à René Levasseur par Didier Béoutis. Un personnage assez complexe et j'ai l'impression, il me fait penser un peu à Janus, le dieu de visage. Un bon, un mauvais, un méchant, un gentil, peut-être de temps en temps. Ce serait lui faire beaucoup d'honneur de le comparer à Janus. Hein. Bon. Mais effectivement, René Levasseur est un personnage assez complexe, très controversé, et encore à l'heure actuelle, très controversé. Je m'en expliquerai. Alors, conventionnel sartois, donc oui. Il a fait ses études de médecine. Alors, il est né en 1747 dans la petite bourgeoisie mancelle. Son père était tailleur d'habits. Il a fait ses études au collège de l'Oratoire, l'actuel lycée Montesquieu, dont il a été renvoyé pour indiscipline. En fait, c'était un rebelle. Il a travaillé ensuite dans l'atelier de son père et puis il a décidé effectivement de faire médecine. Son père lui a payé des études de médecine à Paris et il en est sorti avec un diplôme de médecin accoucheur. Il a voulu, ouvrir une formation. Oui, alors c'était sûrement c'est le côté bon de Janus. Il paraît-il, il a été reconnu comme un excellent accoucheur et il a voulu ouvrir un atelier au Mans de formation pour les sages-femmes qui n'avaient pas de formation. Tout ça, c'était très bien, mais c'était un personnage qui on avait beaucoup de méfiance contre lui, donc il n'a pas été autorisé par les médecins manceaux à ouvrir son atelier de formation qui a été confié à un autre médecin, peut-être mieux dans les normes.
Et puis, peut-être son caractère était-il déjà un petit peu connu. Oui, tout à fait. Être renvoyé des oratoriens, il était rebelle, il était un peu contrefait, c'est un rebelle. Plus tard, il sera qualifié de éternel formateur de révolte. Voilà. Il se plaisait dans l'action, dans l'action un peu violente. Alors, tout ça, il travaille qu'un au Mans avec son épouse jusqu'à 42 ans. Et puis, à 42 ans, c'est 1789 et il s'engage tout de suite dans le mouvement révolutionnaire. Il fait partie de diverses commissions, il est élu conseiller municipal un an plus tard et en 1792, il est élu conventionnel, un des 10 membres sartois de la Convention. Dans l'entourage de Robespierre, même. Alors, il n'y avait pas de parti politique à l'époque, mais une fois arrivé à Paris, à la Convention, il sympathise avec les robespierristes. Alors, sa théorie, c'était de dire, au moins avec Robespierre, il y avait de l'action. Certes, il y avait de l'action. Chez les Girondins, c'était des rêveurs, des juristes. J'étais pas à l'aise chez les Girondins. Et après, il a intenté des procès contre des Girondins qui détestaient. C'était un homme qui avait ses amours, mais aussi ses détestations. Vous évoquez un autre Sartois, Philippot, l'avocat des Gueux. Oui, alors... Ils ont eu des démêlés. Alors, Philippot, ils étaient tous les deux collègues, ils ont été élus en même temps, et puis à un moment, Philippot gênait Robespierre, mais surtout Levasseur localement. Et Levasseur a décidé de se débarrasser de Philippot, tout simplement en le faisant passer pour un dantoniste et en l'envoyant à la guillotine avec Danton. La vie était risquée à l'époque. Alors, il avait aussi, à sa gauche, si on peut dire, un groupe de jeunes avec Rigomère Bazin qui le gênait beaucoup. Donc, il fallait se débarrasser des bazinistes. Alors, il est arrivé à faire mettre en accusation les 10 bazinistes qui ont été envoyés à Paris devant le tribunal révolutionnaire. Mais là, curieusement, le tribunal révolutionnaire les a acquittés, considérant que non, c'était pas des traîtres à la nation, c'était simplement des exaltés. Ils pouvaient pas réussir partout. Alors on cite aussi Sedan. Il a été envoyé parce qu'il a été aussi commissaire en mission. Alors, ils avaient des pouvoirs très importants, ces commissaires, en mission d'ailleurs civile ou... Oui. Alors, il y avait une méfiance de Robespierre vis-à-vis notamment des généraux qui avaient été formés, avaient travaillé sous l'Ancien Régime. Donc, il fallait les faire accompagner par des commissaires en mission pour les inciter à pratiquer les méthodes de la guerre violente. Voilà. Et puis, il y avait aussi des missions civiles. Il a été envoyé à Sedan pour arrêter une vingtaine de conseillers municipaux, ex-conseillers municipaux, qui, 2 ans avant, avaient pris au moment d'août 92, avaient pris le parti de Lafayette, qui voulait certes une révolution, mais une révolution avec le roi. Et donc, ils savaient très bien, en allant les arrêter, en les amenant à Paris, qu'ils seraient traduits devant le tribunal révolutionnaire, ce qui était arrivé, et cette fois condamnés à mort et exécutés. Il est allé en mission à Nantes également, où un certain Carrier a laissé un triste mémoire. Il avait beaucoup de sympathie avec Carrier, les noyades républicaines, voilà. Et puis, ce qu'on peut lui reprocher aussi, c'est d'avoir fait exécuter un de ses anciens professeurs au collège de l'Oratoire, qui était à l'époque curé de Coulan-sur-Gers. Alors, ce prêtre qui était âgé n'a pas signé la convention civile du clergé. Donc, il ne pouvait plus exercer. Il s'est réfugié à Paris chez des amis, mais il avait peur. Et puis, il a peur d'être arrêté. Parce que à l'époque, la loi des suspects, on arrêtait et on condamnait et on amenait à la guillotine. Donc, il se décide, contre l'avis de ses amis, un soir à aller visiter Levasseur à Paris. Et Levasseur le rassure. Mon cher professeur, il va rien vous arriver. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il y a? Le brave curé est arrêté, et condamné à mort et guillotiné. Alors, je n'ai pas la preuve qu'il y ait un lien de cause à effet entre les 2 événements, mais quand même. Oui, on peut l'imaginer. Il est au nombre des régicides. Il est au nombre des régicides, bien entendu. Alors lui, il vote la mort immédiatement, sans sursis et sans appel au peuple. C'est net. Et sans explication. Et il a entraîné dans son vote un certain nombre de Sartois, parce que malheureusement, les conventionnels sartois, 8 sur 10 ont voté la mort, dont Sieyès. Il s'est penché sur la question de l'esclavage. On lui attribue l'abolition de l'esclavage, mais c'est pas vrai en définitive. C'est pas
complètement vrai. Alors, Levasseur, c'est tout à son honneur, était opposé à l'esclavage et il avait eu une discussion quelques années plus tôt avec un oncle qui employait des esclaves aux Antilles et la discussion a été violente et l'oncle a décidé de déshériter le neveu. Donc, voilà. Et alors, c'est pas lui qui a proposé la motion d'abolition de l'esclavage, c'est lors d'une visite de 3 députés de la Martinique à la Convention, mais c'est vrai qu'il a pris part à la discussion et il a argumenté en faveur de l'abolition qui a été votée à la totale majorité des élus. Et alors, il faut quand même le dire, c'était une motion qui a été votée, mais il fallait rédiger la motion, il fallait un décret. Et la Convention a désigné plusieurs députés pour rédiger le décret, mais Levasseur n'en faisait pas partie. Et qu'est-ce qu'on trouve depuis 2014, une plaque sur la façade de la Chambre de commerce et d'industrie, boulevard René Levasseur, où il est indiqué que Levasseur est l'auteur de la motion abolissant l'esclavage. C'est faux, c'est faux. J'ai fait toutes les vérifications possibles, c'est faux. Voilà, donc il faudrait modifier cette plaque en disant partisan ou artisan, mais pas auteur. Et d'ailleurs, lui-même ne s'est jamais vanté dans ses mémoires, parce qu'il a écrit des mémoires. L'avantage de Levasseur, c'est qu'il a écrit ses mémoires. Il s'est jamais vanté d'avoir été l'auteur de la motion. Son histoire est complexe, beaucoup trop long, trop compliqué pour être présenté dans sa totalité lors de notre émission. On peut simplement dire quand même que la Révolution a eu un temps. Après Napoléon, il a dû s'exiler, il est revenu en Sarthe terminer ses jours. Oui, alors il a dû s'exiler, il a été exilé par le régime de Louis XVIII parce que il était régicide et aussi il avait approuvé la constitution de l'Empire. Alors qu'avant, il était farouchement anti-napoléonien. Donc il s'est exilé en Belgique, enfin ce qui allait devenir la Belgique, et en 1830, bonheur pour lui, Louis-Philippe arrive au pouvoir. Louis-Philippe est fils de régicide. Alors Louis-Philippe, bien entendu, il ne peut qu'accorder le retour en France, et donc il est revenu très âgé, après avoir publié ses mémoires, et il est mort dans un quasi-dénuement en 1834. Merci Didier de nous avoir présenté ce personnage remarquable, si on peut dire, par bien des aspects, mais pas forcément sympathique. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous allons enchaîner par une plage musicale et, ma foi, pour rester dans l'air du temps, je vous propose le chant du départ, qui est un chant révolutionnaire, bien sûr, qui a été écrit en 1794 par Marie-Joseph Chénier et mis en musique par Étienne Nicolas Méhul. Ce chant a été interprété par l'armée de Sambre et Meuse qui était commandée au moment de la victoire de Fleurus, très belle victoire, qui était commandée par Jourdan qui deviendra maréchal de France, connu pour son courage militaire et connu également pour être un peu voleur, un peu beaucoup voleur. Tyrannie seront plus, la République nous
Revenons à notre magazine La Vie Mancelle, le 484, avec un autre article qui a été écrit par Bernard Hinault sur l'ange du Lude. Alors, il s'agit d'un ange, une œuvre remarquable sur le plan touristique, artistique surtout. Artistique surtout, effectivement. Il faut savoir qu'avec l'ange du Lude, on va vraiment parler d'un vrai chef-d'œuvre. Il est connu malgré une vie très, très compliquée. Un petit peu compliquée, oui. Cet ange du Lude, c'est une statue de bronze de la deuxième moitié du XVe siècle. Donc bien avant la Renaissance. Bien avant la Renaissance, effectivement, c'est ce qu'il faut rappeler. Nous sommes encore sous Louis XI et les campagnes d'Italie qui justement apporteront le renouveau artistique de la Révolution ne débuteront que 20 ans plus tard avec Charles VIII, Louis XII, puis François Ier. Alors la question qu'on peut se poser d'emblée, pourquoi est-ce un chef-d'œuvre finalement ? En raison de son sculpteur peut-être et du fondeur. Alors d'abord un certain nombre de caractéristiques de la statue elle-même. La taille du corps de l'ange, 1,12 m de hauteur, qui a été coulé d'une seule pièce. Et il faut savoir qu'à cette époque, c'est déjà une prouesse technique. L'expression du visage, digne et sereine, le modelé harmonieux des plis de son aube, la finesse et l'élégance de ses différents attributs, et encore beaucoup d'autres détails qui seraient peut-être un petit peu fastidieux de décrire à la radio. Par sa délicatesse, il rappelle un petit peu le sourire de l'ange de la cathédrale de Reims. Absolument, on en a souvent parlé, on les a associés un petit peu. Mais plutôt que, comme je disais tout de suite, de s'attarder sur les détails de la statue, peut-être est-il plus intéressant de se concentrer sur son histoire. Compliqué parce qu'il y a des blancs dans son histoire. Oui, comme beaucoup d'œuvres artistiques, l'histoire de notre ange est entourée de quelques certitudes et beaucoup de mystères. Et comme Didier tout à l'heure nous l'a brillamment exposé, dans l'histoire des hommes, il existe aussi des certitudes et des zones de mystère. Et à plus forte raison, dans celle d'un ange, fut-il de bronze. Alors pour ce qui est des certitudes, ce sont 3 indications qui sont gravées sur une des ailes de l'ange. Une date, le 27 mars 1475, un lieu, Lyon, et le nom de son fondeur, Jean Barbet. Alors ce sont des indications évidemment précieuses et étonnamment précises pour la deuxième moitié du XVe, époque où les artistes, artisans, en fait la frontière n'est pas toujours très bien déterminée entre les deux activités, ne signent pas toujours leurs œuvres. Donc c'est intéressant d'avoir ces précisions, mais malheureusement c'est pas suffisant, il va falloir quand même se pencher un petit peu sur les mystères qui, eux, sont plus nombreux. Un fondeur connu, puisqu'il était canonnier du roi, donc c'est ça. Reconnaissance. Un canonnier du roi, dont on ne connaît que peu de choses, voire pas grand-chose, avant 1475, justement, avant la fonte de cette statue. Donc, comme vous l'avez dit, Francis, il était fondeur du roi, canonnier du roi, c'est-à-dire qu'il fabriquait des canons pour le royaume, pour faire la guerre. On sait aussi qu'il est décédé à Lyon, en 1515. En revanche, on ne lui connaît aucune œuvre signée. Et vu la qualité de celle-ci, on est en droit d'imaginer qu'il n'en était sans doute pas à son premier essai et qu'il y a dû avoir beaucoup d'autres œuvres à son actif avant et après. L'ange, lui, a dû voyager et on le retrouve à un moment au Lude. Oui, mais bien avant le Lude, on a perdu son histoire en fait entre 1475 et la Révolution française. Là, on sait quasiment rien sur lui. Et à la Révolution française, comme beaucoup d'autres biens, il a dû être vendu comme bien national. Et à qui ? Là, on n'a pas de traces. On le retrouve au début du 19e, en 1820. C'est là où on peut suivre l'histoire de ce qui va devenir l'ange du Lude. À cette époque, le général Frédéric de Talouette, le propriétaire du château du Lude, et Alexandre de Sommerard, un collectionneur médiéval et qui a fondé le musée Cluny à Paris, sont amis. C'est ce qui explique son arrivée au Lude, alors, peut-être. Absolument. Alexandre de Sommerard est un passionné de l'art médiéval et de style gothique. Et il a rassemblé et souvent sauvé de nombreuses œuvres. Il possède cette statue qui, bien sûr, ne s'appelle pas encore l'ange du Lude. Néanmoins, elle a séduit Frédéric de Talouette et en signe d'amitié, Alexandre de Sommerard consent à la lui vendre. C'est ainsi que la statue quitte Paris pour la Sarthe, trouve refuge au château et va ainsi trouver l'appellation qu'on lui connaît aujourd'hui d'ange du Lude.
Mais il sera vendu par l'un des propriétaires qui avait quelques soucis pécuniaires. Voilà. Et il ira même aux États-Unis. Alors, tout à fait. Dans un premier temps, la statue retourne à Paris, passe de collectionneur en collectionneur, et puis hélas traverse l'Atlantique et se retrouve dans les collections du célèbre financier J.P. Morgan. Et quelques années plus tard, en 1943, elle rejoint enfin les musées de la collection Frick, consacrée à l'art européen des XIVe au XIXe siècle, qui se trouve à la 5e avenue à New York. Donc l'une des plus belles collections sur cette époque. Tout à fait. Une très belle reconnaissance. Alors maintenant, il existe au château du Lude une très belle copie qui se trouve dans le vestibule du château, où on peut l'admirer. Et je ne peux qu'inciter chacune et chacun à aller l'admirer au château, et peut-être une option, pourquoi pas, sur la 5e avenue. Ah oui, ça serait une très 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 bonne initiative. Et on peut imaginer qu'il y ait d'autres copies, peut-être. Oui, il y a d'autres copies. Il y en a une notamment à Paris, à la Cité du patrimoine et de l'architecture. Il y en a une au musée Pouchkine à Moscou. Et puis un certain nombre de reproductions, mais qui n'ont pas d'intérêt particulier. Il s'agit donc d'une reconnaissance internationale. Absolument. En fait, ces statues, c'est quand même la seule œuvre monumentale en bronze de la France du XVe qui soit parvenue jusqu'à nous. Merci beaucoup Bernard de nous avoir présenté cet ange. Avant de conclure l'émission, je souhaitais donner un coup de projecteur sur une exposition au FIAA, au Fonds international d'art actuel, qui se trouve dans les locaux de la Visitation au Mans, place de la République, sur l'art aborigène, un art universel, exposition ouverte depuis quelques jours maintenant. N'hésitez pas à aller la voir. Vous recommandez aussi peut-être si ce n'est déjà fait, de vous abonner, bien entendu. Vous pouvez le faire sur le site de la Vie Mancel. N'hésitez pas et à consulter notre site internet www.laviemancel.net. Pour nous contacter, eh bien, l'adresse mail contact@laviemancel.net. Remercier également notre technicien, Mathieu Goualard, toujours fidèle au poste. Et la Vie Mancel sera présente au Salon du Livre de La Châtre-sur-le-Loir, qui aura lieu le samedi 7 décembre de 10h à 18h, donc dans la salle près de la mairie de La Châtre-sur-le-Loir. Merci beaucoup pour votre attention et nous espérons vous retrouver lors de notre prochaine émission.